comme le monde est inflationniste, comme tout coûte de plus en plus cher, si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de survie. Alors, quelle que soit votre entreprise, vous avez besoin de faire de la croissance parce qu'on vit dans une économie capitalistique et que dans les économies capitalistiques, il a fallu un communiste pour nous expliquer pourquoi la croissance est nécessaire. Alors, dans son livre « Le Capital », Marx parle d'un concept qui est vraiment bien expliqué, qui s'appelle le rendement décroissant du profit. C'est-à-dire que comme le monde est inflationniste, comme tout coûte de plus en plus cher, si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de survie. Si une société faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires tous les ans, eh ben ce million d'euros vaudrait de moins en moins. Et à l'infini, ce million d'euros vaut même plus rien. Et à cause de ça, quelle que soit votre société, pour garder une certaine stabilité, vous devez avoir au minima une croissance qui soit supérieure à l'inflation. Ça, c'est une vue très théorique. Maintenant, et c'est une vue très macro. Maintenant, il y a une vue plus micro de ça. D'un point de vue micro, dans une société, la croissance, c'est ce qui amène le nouveau. Et le nouveau, c'est ce qui tue l'ennui. Pourquoi la croissance est tellement importante dans une boîte, que ce soit une start-up, une entreprise classique ou qui que vous voulez? Pour la simple raison que si vous n'avez pas de croissance, vous n'avez pas de nouveau. Si vous n'avez pas de nouveau, tout le monde se fait chier. Et c'est horrible, parce que si on vous demande de faire 100 fois la même chose, la 100e fois, vous y mettrez moins d'énergie que la première fois. Et c'est pour ça que la recherche de la croissance, c'est un processus qui est sain. Alors, pour aller chercher la croissance, il faut avoir 3 choses en tête. La chose numéro 1, c'est qu'il faut bien mesurer son entreprise. Parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et tout ce qui se mesure s'améliore. C'est pour ça que d'ailleurs, il faut faire très attention à ce que vous mesurez. Ça veut dire quoi mesurer? Ça veut dire avoir en place un petit tableau de KPI simple, chiffre d'affaires, revenus, conversion, tout ce qui est important pour votre business, quel que soit votre business. Le plus facile à communiquer possible, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'avoir un tableau et de suivre un tableau avec 70 cases. Ça ne sert à rien, vous n'améliorerez rien. Parce que faire un tableau avec 70 cases, c'est un peu comme faire de l'économie. Vous aurez toujours une case qui excuse pourquoi la case d'au-dessus ou d'en dessous ne marche pas. Alors que si vous avez très peu de lignes, quand ça ne monte pas, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même et vous serez dans une tension pour que ça change. Donc, grand 1, il faut mesurer. Ce qu'on mesure s'améliore. Et mesurer, ça peut être quelque chose qui permet aussi de créer de la cohésion dans une équipe. Vous savez, le pire dans une équipe, c'est quand les gens pensent que ça marche bien alors que ça ne marche pas. Ou pire, que les gens pensent que ça ne marche pas alors que ça marche bien. Ça arrive plus souvent qu'on imagine. Et c'est pour ça qu'il faut objectiver au maximum la mesure de la croissance. Parce que objectiver la mesure de la croissance, c'est mettre en place un système dans lequel, toutes les semaines, on peut se féliciter ou être déprimé, mais pour une raison objective. Et autant une équipe déprimée alors que les choses vont bien, c'est toxique, autant une équipe qui boude parce que les choses vont mal, c'est positif. Parce que ça veut dire que le problème a été pris en compte et que personne ne veut rester dans cette situation. Ce n'est pas une illusion, donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. La mesure, ça doit permettre aussi d'avoir un rapport relatif à soi plutôt qu'un rapport absolu aux autres. Je m'explique. Erreur numéro 1 que font toutes les startups, c'est de penser que les choses ne croient pas à l'infini. Alors évidemment, dans la réalité, rien ne croît à l'infini, aucun arbre touche le ciel, etc. Mais en fait, avant d'atteindre cette limite naturelle, il y a énormément de limites psychologiques qu'on s'impose. Je vous donne un exemple. Par exemple, pendant très longtemps, dans le e-commerce, on pensait que la conversion max, c'était X%. Okay, donc, tous les e-commerçants se comparaient à Amazon, etc. et disaient la conversion max, c'est X%. Puis il y a des mecs qui sont arrivés qui ont dit non, mais pourquoi c'est X%? On va juste jouer à un jeu, on va essayer de faire mieux toutes les semaines. Et bien en faisant ça, ils ont
explosé les conversions dans le e-commerce. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont mis aucune barrière mentale sur qu'est-ce qui est acceptable d'être le maximum. Et un autre exemple un peu plus public qui est marrant, c'est le temps que Uber met à ouvrir une ville. C'est une de mes histoires préférées. Parce que Uber a un tel niveau d'efficacité maintenant qu'ils mettent à peine une semaine ou deux à ouvrir une nouvelle ville. Et imaginez que vous êtes dirigeant chez Uber et que vous ouvrez votre première ville à l'international. Et vous faites un planning. Alors vous vous dites, on va mettre 6 mois à ouvrir la ville. Et Travis a fait un truc assez marrant. Il a dit, on ne va pas se donner de date, on va essayer de l'ouvrir la plus vite possible. Et en fait, ils pensaient ouvrir la première ville en 6 mois, ils l'ont ouvert en 4. Et puis ils pensaient ouvrir la deuxième ville en 4, ils ont mis 2. Puis ils pensaient ouvrir la troisième en 2, ils ont mis 1. Et petit à petit comme ça. Jusqu'à un point où aujourd'hui, ils ouvrent les villes à un rythme qui paraît complètement absurde. Si vous êtes dirigeant de Uber et que vous voulez jouer CEO pushy et qui donne des objectifs, vous dites, on va ouvrir la ville en 1 semaine. Quoi ? Ça ne marche pas. Personne ne fait ça. Et si vous ne pouvez pas atteindre l'objectif, vous passez pour un con. Alors que se dire, chaque ville, on l'ouvre le plus vite possible, on met de l'intensité et on essaye d'aller chercher, et ben petit à petit, on peut découvrir des choses, des optimisations qu'on n'aurait jamais pu imaginer a priori. Et ça tient à une propriété métaphysique très particulière, c'est qu'un système complexe s'optimise a posteriori et jamais a priori. C'est très compliqué à comprendre, mais c'est assez simple à se représenter. Si vous imaginez une cathédrale et que vous vous dites « je vais construire une cathédrale », vous êtes dans le monde physique réel. Vous êtes obligé de penser le système d'avance. C'est pour ça que tous les architectes finissent toujours par faire des conneries idiotes. Parce que c'est impossible de penser à tout. C'est impossible de tout prévoir. Et c'est pour ça que l'architecture est un domaine tellement dur. Parce qu'on construit des systèmes complexes a priori. Et c'est pour ça que tous les architectes, sans exception, foirent. C'est impossible d'avoir un bâtiment d'architecture qui réussit. À l'inverse, quand vous bâtissez une entreprise, vous avez une chance extraordinaire. C'est que vous n'avez rien, aucune brique à poster d'avance. Vous pouvez toujours les poster a posteriori, jamais a priori. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez construire des systèmes par le hasard et optimiser a posteriori quand ça bloque. Et en fait, si vous regardez dans la nature, la plupart des systèmes complexes, la vie, la nature, les planètes, la gravité, sont des systèmes qui fonctionnent a posteriori. C'est-à-dire que, par exemple, la génétique, quand l'ARN messager copie l'ADN, il fait une erreur toutes les 1000 transcriptions, il fait une erreur au hasard, et de temps en temps, ce hasard produit une mutation génétique qui devient un phénotype qui se répand, parce qu'elle offre un avantage dans la nature. Vous voyez, ça, c'est une optimisation a posteriori. On n'a pas créé cette mutation, personne n'a le dessin de cette mutation génétique. Elle arrive parce qu'un système complexe a décidé de pousser au maximum ces variations, et de temps en temps, ces variations créent des choses étonnantes qui changent le milieu. Et quand on construit une entreprise, on a trop tendance à aimer l'a priori. Et l'a priori, c'est l'absolu. Par exemple, c'est des différences de raisonnement de type « je pense qu'il faut faire 1 000 € dans la semaine » à un raisonnement de type « je pense que chaque semaine, on va doubler nos revenus ». Vous voyez, il y a un raisonnement qui est en stock, un raisonnement qui est en flux. Quel est le problème du raisonnement en stock ? Le problème du raisonnement en stock, c'est qu'il peut être atteint, et s'il est atteint, il peut créer de la satisfaction. Et dès que vous êtes satisfait, vous devenez faible, et dès que vous êtes faible, il y a quelqu'un qui peut l'être un peu moins que vous. Parce que la vraie concurrence que vous devriez regarder, c'est jamais celle de vos marchés, parce que l'erreur que font les gens, c'est de regarder les concurrents et de se benchmarker. Mais quand vous regardez les concurrents et que vous vous benchmarkez peut-être sur des gens qui ne le font pas bien. Si vous vous dites « tout le monde gagne 1 000 €, j'en gagne 1 200, je suis trop fort », vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour un mec en gagne 20 000 et écrase tout le monde, parce qu'il s'appelle Jeff Bezos. Et qu'en fait, Jeff Bezos, il n'a aucune limite à son compound. Il trouve que ça ne compound jamais assez. En clair, que la croissance
n'est pas. Quand Jeff Bezos dit ouais, on vaut 1 trillion, it's day one, c'est pas du marketing. C'est une vraie croyance culturelle. Pourquoi ? Parce qu'il a un pur raisonnement de flux. Est-ce que ça veut dire que Jeff Bezos un jour atteindra pas un plafond ? Sans doute. Mais c'est pas grave. Si vous atteignez un plafond parce que vous avez atteint la limite naturelle maximale de ce que vous pouvez faire, bah vous serez un homme d'affaires ou un entrepreneur incroyablement successful et vous aurez des problèmes métaphysiques que peu de gens ont la chance d'avoir dans leur vie. Donc, enjoy the ride. Et la troisième chose pour la croissance, donc 1, il faut mesurer. 2, il faut raisonner en flux et pas en stock. Et 3, la croissance vient de l'optimisation des process. Il faut toujours réfléchir à où vous pouvez gagner du temps. Si par exemple, vous vous dites qu'un commercial traite 10 clients, je ne sais pas ce que je raconte, mais au moins ça fait des chiffres simples. Okay, vous avez un commercial, ils ne sont pas très doués, ils ne traitent que 10 clients. Bon, okay. Et que si vous avez besoin d'un 11e client, il faut remettre un commercial. Ça veut dire qu'il vous faut 9 clients de buffer par chaque commercial ajouté en perte. On est d'accord ? Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que comme le commercial traite maximum 10 clients, quand vous en rajoutez un la première semaine, il n'en a qu'un. C'est-à-dire qu'il y a une perte virtuelle des 9 clients qu'il n'a pas encore. Cette perte, dans le temps, ça coûte cher. Ça s'appelle un investissement. Si vous voulez scaler à 10 000 clients, vous ne pouvez pas le faire plus vite que toutes les fois où vous pouvez payer 9 pertes le temps. Par exemple, disons qu'un commercial met 8 semaines à atteindre ses 10 clients. Et ben ces 8 semaines-là, si vous voulez 10 000 clients, il faut les payer 100 fois. Donc en clair, il faut payer 800 semaines de commerciaux de perte. Vous voyez, c'est linéaire. Résultat, ça ne marchera jamais. Pour 3 raisons. D'abord, c'est très dur de recruter des gens. Pas facile. Deuxièmement, vous n'avez jamais un argent infini et personne n'est prêt à vous donner un argent infini. Et puis, quand bien même vous arriviez à avoir des gens qui veulent travailler pour vous et vous avez de l'argent, plus vous avez de gens et plus la productivité par personne baisse. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez 100 commerciaux, vous avez besoin d'un commercial qui gère les commerciaux. Ça s'appelle un manager. Et encore, je suis gentil parce que si vos commerciaux ils arrivent à faire que 10 clients, à mon avis, au 3e, c'est la guerre déjà entre eux, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de temps libre. C'est un cauchemar cette boîte, il ne faut pas investir dedans. Bon, alors qu'à l'inverse, si vous pouvez changer pour un commercial donné de 10 à 20 clients, vous avez une optimisation de process qui est interne et qui ne nécessite aucune réorganisation. Et quand vous avez le choix entre de la croissance qu'on va appeler endogène ou de la croissance exogène, c'est-à-dire extérieure, il faut toujours privilégier la croissance endogène. Et la croissance endogène, elle vient d'une logique extrêmement précise qui est de toujours réinterroger ces process pour toujours se demander si on ne peut pas faire mieux. Et il n'y a rien de pire que faire un process pour faire un process. C'est pour ça qu'il faut laisser la liberté aux gens de pouvoir expérimenter, de pouvoir faire des choses, de pouvoir optimiser certains pans de leur travail. Alors, je vais vous donner un chiffre qui est pour moi le chiffre le plus impressionnant ever. J'aurais dû prendre exactement, mais disons que les ordres de grandeur vont être bons. Capitaine Train, qui est devenu Trendline, gère maintenant et à travers toute l'Europe et un customer support centralisé où, à 20 personnes, ils gèrent des millions de demandes tous les mois. Comment ils font ? Tout simplement parce que depuis le premier jour chez Capitaine Train, il y a des ingénieurs dont le seul métier est de regarder comment les gens en support client travaillent et de leur faire gagner des micro-minutes et des microsecondes, etc., à chacune de leurs étapes. Alors vous allez me dire, tout le monde n'est pas Capitaine Train, c'est vrai, mais tout le monde peut avoir la démarche de Capitaine Train. C'est-à-dire que, évidemment que tout le monde ne peut pas avoir des ingénieurs à temps plein, mais tout le monde peut utiliser Zapier. Tout le monde peut aller en ligne et optimiser un process. Bientôt, tout le monde sur Siri pourra faire des shortcuts, etc., etc. C'est vraiment une philosophie. Parce qu'une fois que vous avez adopté cette philosophie de la croissance, elle s'applique dans tout. Et évidemment,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne jamais avoir de plafond en tête ou de timeline prédéfinie. Si vous dites, je vais mettre 6 mois à faire mon app, il y a de grandes chances que vous mettiez 6 mois à faire votre app. Ce qui est catastrophique. Parce que si ça se trouve, vous n'auriez pu la faire en 2 semaines. Et vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas compressé le temps. Alors, on revient à un truc que je dis tout le temps dans Coup d'État, c'est que si vous regardez les 3 ingrédients du cuisinier entrepreneur, à savoir l'argent, le temps et les gens, il n'y a que le temps qui ne se remplace pas. Donc tout ce que vous devez faire au sein d'une organisation, c'est de faire économiser du temps, de libérer du temps. Et ça vient aussi, cette mentalité, dans votre rôle de chef d'entreprise. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous avez une responsabilité fondamentale qui est de gagner du temps et de libérer du temps pour faire de nouvelles choses et aller chercher de la croissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en 1, apprendre à déléguer. Là, le plafond de verre numéro 1 de croissance, c'est l'absence de délégation et le manque de délégation des chefs d'entreprise. Et le manque de délégation vient de quoi? Vient d'un raisonnement en stock et pas d'un raisonnement en flux. Encore la même erreur, je m'explique. Imaginez que vous êtes un super commercial. OK? Et puis, vous êtes le meilleur vendeur de la boîte. Ça veut dire que chaque heure que vous ne passez pas à vendre, c'est une heure où votre entreprise perd de l'argent. Donc, vous pensez que votre but, c'est surtout de passer le maximum de temps à vendre. Quel est le problème de ce raisonnement? Le problème de ce raisonnement, c'est que c'est une optimisation de court terme qui va vous coûter très cher à long terme. À court terme, ça a l'air génial. Vous vous dites, je suis quelqu'un de focus, j'ai fait plein de ventes, j'ai fait plein de chiffres d'affaires. Le problème, c'est que quel que soit le vendeur que vous êtes, il existe un moment où vous aurez atteint votre maximum de vente. Parce qu'il y a 24 heures dans une journée et que personne est capable de distordre ça. Enfin, à ma connaissance. Si vous connaissez un type, ça m'intéresse. Je suis prêt à payer très cher en actions The Family pour acquérir ce super pouvoir. Bon. Étant donné que personne ne peut distordre le temps, et ben à un moment donné, votre boîte, elle plafonne et elle arrête de croître. Et là commence la cata. Vous vous dites, je vais déléguer les ventes. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous déléguez qu'il y a des gens qui le font moins bien que vous, puisque vous êtes le meilleur. Puis en fait, ils le font moins bien que vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a rien qui a jamais été organisé. Vous n'avez jamais mis par écrit ce qu'il fallait savoir pour vendre quelque chose. Vous n'avez jamais formé personne d'autre. Personne ne connaît les clients autrement que vous. Et d'ailleurs, quand vous essayez d'envoyer quelqu'un d'autre à un client, il le prend mal, il se vexe, parce qu'il a établi une relation avec vous. Et puis la moindre vexation vous fait peur. Donc vous n'avez pas envie de vous battre avec vos clients. Ben non. Et vous devenez condamné toute votre vie à être la petite PME du coin. Ce process-là, il est hyper classique. Et il repose sur 3 problèmes. Problème numéro 1, c'est que les gens ont tendance à déléguer ce qu'ils ne savent pas faire. Résultat, quand on délègue ce qu'on ne sait pas faire et qu'on garde ce qu'on sait faire nous-mêmes, bah, ce qu'on sait faire, on le fait bien. Tout ce qu'on ne sait pas faire a été délégué à des cons. Et on a une boîte dans laquelle tout ce qu'on ne sait pas faire va mal et ce qu'on sait faire est fait que par nous et donc ça n'avance pas. La deuxième chose, vous avez besoin de provoquer des intérêts composés. Je m'explique. Quand vous embauchez quelqu'un et que vous le mettez à faire quelque chose que vous savez bien faire, vous pouvez faire quelque chose de formidable, c'est lui transmettre. Et lui transmettre petit à petit pour qu'il le fasse de mieux en mieux. En plus, il se passe un pouvoir magique, c'est qu'au lieu de le déléguer à une personne, vous pouvez le déléguer à plusieurs personnes. Et chacun des manques d'une personne peut être composé par l'autre personne. Donc vous pouvez raisonner en termes d'équipe. Si vous raisonnez en termes d'équipe, vous raisonnez d'un seul coup de façon élastique. Et donc même si au début, votre courbe est moins rapide en termes de croissance, disons que ça, c'est votre courbe de vente à vous. Mais ça, c'est la courbe quand vous le donnez à une équipe. Et vous voyez cette asymptote que vous atteignez, au début, elle est joyeuse parce qu'elle va plus vite, mais ensuite, elle plafonne. Alors que l'autre, elle est dure, c'est du travail, c'est ingrat, mais le jour où ça décolle, ça fait ça. Je vais vous donner un exemple très personnel à The Family. Par exemple, au début de The Family, c'est moi qui recevais les startups quand les startups apply à The Family. Je me souviens, on avait des discussions dans l'équipe, mais comment on va faire? On a de plus en plus de startups, Oussama a de moins en moins de temps, machin. Je disais, je sais pas, on va embaucher des gens pour faire ça. Oh non, on peut pas, les gens ils viennent pour toi. Et puis quoi encore?
Je ne suis pas Mickey Mouse. Je refuse de devenir Mickey Mouse. Blague à part, vous savez pourquoi Mickey Mouse ne parle jamais? Parce que sinon il serait clivant. C'est pour ça qu'il est silencieux. Blague à part. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait ce qu'on appelle un vrai process de délégation. Étape numéro 1, embaucher des gens, de préférence jeunes et malléables. Surtout pas des gens avec de l'expérience et qui se prennent pour des pros. Horrible. Il n'y a rien de pire qu'essayer de déléguer à ces gens-là. Ils croient savoir ce qu'il faut faire, machin. Non, vous prenez des gens vraiment... En plus, s'ils tremblent un peu quand vous leur parlez, c'est encore mieux. C'est le bon début d'une bonne relation. Ensuite, vous leur donnez l'opportunité de vous suivre en silence. Étape numéro 1 de toute délégation et de tout apprentissage, fermer sa gueule. Tout le monde a envie, quand il vient dans un travail, de la ramener, d'avoir des idées, etc. La probabilité que vous ayez une idée intéressante dans un boulot la première semaine est très faible, en fait, puisque à peu près toutes les idées à la con qui vous viendront sont déjà venues au type qui vous a donné le boulot pendant des années. Donc, étape numéro 1, fermer sa gueule et assister à beaucoup de rendez-vous. Étape numéro 2, parler beaucoup à la fin de chacun de ces rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Pourquoi tu as cru à ce moment-là qu'il allait dire ça? En fait, il a dit ça. Ah, tu pensais que j'allais pas le prendre, pourtant je l'ai pris. Ah, tu pensais que j'allais le prendre, pourtant je l'ai pas pris. Pourquoi? Et mettre tout ce qui se passe ici le plus possible là. Alors, il y a beaucoup de déperditions, évidemment. C'est très, très dur d'expliciter tout ce qu'on pense. Mais comme on le fait beaucoup, eh ben, on commence à transmettre quelque chose. Et là commence l'étape 3 de la transition, étape très contre-intuitive. Vous disparaissez d'un coup. Et vous prenez le type et vous le jetez. Donc après avoir fermé sa gueule, d'un seul coup, il est responsable du truc à 100%. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, va commencer le moment le plus dur. L'enchaînement des conneries. Parce qu'en fait, il n'y a que dans la vie imaginée des chefs d'entreprise où vous déléguez un truc à quelqu'un et ça se passe bien. Non, ça se passe mal. Et là commence le point le plus important. Votre responsabilité à vous. 2 règles. Quand un de vos collaborateurs foire, c'est toujours de votre faute. Il y a quelqu'un qui se plaint parce que Lorenzo, c'est machin en apply, c'est moi qui m'excuse. D'ailleurs, j'ai poussé le vice, moi, à un point encore plus loin. Je leur ai donné ma boîte email pour parler en tant que moi, pour s'excuser pour leurs conneries. Comme ça, ils peuvent eux-mêmes écrire les conneries avec ma voix et changer d'onglet. Moi, j'aime mon temps libre. Règle numéro 2, toujours être bienveillant vis-à-vis de ça et leur donner un maximum confiance en eux. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne vous êtes pas trompé, que vous n'avez pas pris des abrutis, il n'y a pas une infinité d'erreurs possibles. Et si vous arrivez à leur faire le plus vite possible, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, en moins d'1 an, ils zonent le truc. Et après, c'est là que ça devient vraiment enjoyable. Ils commencent à le faire mieux que vous. Parce que vous faisiez ça à côté de plein d'autres trucs. Sauf que maintenant, vous avez des machines spécialisées. Et alors, la tentation à laquelle il faut résister, c'est que pendant cette année-là de conneries, qui est une année de troubles, énormément de gens vont essayer de les court-circuiter. Bah oui, parce qu'ils vous connaissent, parce que c'est vos potes, parce que je sais pas quoi. Ne jamais faire d'exception. Jamais. Votre frère, il appelle à The Family, il va parler à Lorenzo. La meuf que vous voulez épouser appelle à The Family, elle va parler à Lorenzo. Votre femme rentre à The Family, elle va parler à Lorenzo. C'est hyper important. Parce que sinon, vous mettez en fait un système où il y a plusieurs niveaux et les gens pensent qu'il existe des hacks dans votre système. Et leur autorité à ces gens à qui vous avez donné une délégation est de 0. Mais vous voyez, ce processus-là, il faut le faire sur tous les métiers. Quand vous êtes patron d'une entreprise, vous n'êtes pas le premier employé de l'entreprise, vous êtes le premier actionnaire. Et en tant que premier actionnaire, vous ne devriez même pas être dans les bureaux. D'ailleurs, un des trucs que moi j'ai imposé au début à mes 2 charmants cofondateurs, Alice, Nicolas et moi, on n'a pas de bureau à The Family. D'accord? C'est un symbole de ce qu'est notre avenir à The Family. Il existe un jour dans lequel The Family peut vivre avec nous 364 jours en vacances sur 365. Et ça devrait être l'objectif de tout entrepreneur qui se respecte. Évidemment qu'en fait, si vous avez envie de travailler et que vous kiffez, personne ne vous oblige d'aller en vacances.
Je ne pense pas qu'un jour, je quitterai The Family, j'arrive même pas à imaginer ce que ça veut dire. Mais je serais très heureux d'avoir un jour, des semaines entières à The Family, où je ne passe mon temps qu'à faire les choses que j'ai envie quand j'ai envie, sans jamais ressentir la moindre obligation. Ça, c'est le pouvoir suprême. Et ça veut dire beaucoup de travail pendant beaucoup d'années avec des gens qui restent longtemps dans votre équipe. Et c'est pour ça que dans une entreprise qui vise la croissance, le traitement, le recrutement des gens est la fonction suprême. Vous voulez de la croissance, vous êtes le RH de la boîte. Puisque la croissance ne passe pas par les process, c'est les employés qui les créent eux-mêmes. La croissance, elle passe par votre capacité à mettre des gens qui savent faire ces process, à qui vous allez donner le bon contexte et à qui vous allez donner le bon état d'esprit. Si vous regardez par exemple le process d'Apply as a Family, avant il fallait envoyer un email, maintenant il y a un formulaire en ligne. Avant, il n'y avait pas de système où on traquait les candidats, donc on en perdait plein en chemin. Moi j'appelais ça la sélection naturelle. Bon, maintenant à peu près tout le monde reçoit un email, grosso modo, etc. Mais vous voyez, c'est mieux. Et si c'est mieux, c'est bien. Et si c'est bien, c'est qu'on peut faire mieux. Et c'est un cycle. Et ce qu'il faut mesurer, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de mesurer, c'est qu'est-ce qui se passe dans la qualité de vos applies. Et donc, qu'est-ce que la KPI que moi je regarde? C'est combien de champions on produit par an. Et donc, on regarde en 2013 combien on a produit de champions, combien on a produit de champions en 2014, combien on a produit de champions en 2015. Et si ça monte, et ben même si l'équipe Apply n'est qu'à 70% de la qualité à laquelle moi je le faisais, individuellement, et ben 70% x 3, c'est mieux que d'avoir quelqu'un qui se prend pour le roi du monde et qui continue à le faire toute sa vie. Et c'est vrai pour toutes les fonctions de l'entreprise. Et c'est ça que vous devez avoir en tant que chef d'entreprise, c'est créer une organisation autonome qui vous dépasse et qui vous libère. Et si vous arrivez à faire ça, eh ben vous arriverez à garder la chose la plus importante qui ne se délègue jamais, la prise de décision stratégique. Parce que par contre, à l'inverse, si vous possédez vraiment votre boîte, vous êtes le seul à connaître la boîte à 360. Et pourquoi c'est toujours le fondateur dirigeant d'une boîte qui doit prendre les décisions? Non pas parce que c'est le plus intelligent, mais simplement parce que c'est le plus informé. Parce que imaginons que vous êtes capable de mesurer l'intelligence et l'information sur une échelle de 0 à 100. Et imaginons que vous êtes très 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 intelligent et vous avez 100 d'intelligence. Mais imaginons que ces 100 d'intelligence, vous avez 10 d'information. OK? Maintenant, imaginons que vous êtes en concurrence avec un mec qui a 20 d'intelligence ou 25 et qui a 100 d'information. À votre avis, lequel des deux gagne? C'est celui qui a l'info. C'est toujours comme ça. L'intelligence, c'est weak. Je veux dire, le mec le plus intelligent du monde, s'il rate une data, il peut faire un mauvais raisonnement. Le type le plus abruti du monde, s'il a vraiment toutes les infos, il peut finir par prendre la bonne décision au bout d'un moment. Donc, évidemment, je vous souhaite d'être intelligent et informé, sans doute mieux, mais entre les deux, valorisez l'un. Et c'est pour ça que le fondateur a une telle légitimité sur les décisions. Parce que s'il fait bien son travail, il est la personne la plus informée de l'entreprise. S'il fait bien son travail, il est celui que tout le monde à qui il raconte ses problèmes. S'il fait bien son travail, il est le mentor, il est le leader de chacune des personnes de son équipe. Et il arrive à composer avec tout ça comme une symphonie. Vous voulez une image? Imaginez un chef d'orchestre qui se prend pour un musicien. Ça paraîtrait absurde, non? Le mec, il est là, oh, putain de violon. Attends, regarde. Ce serait absurde. Vous n'avez jamais vu un chef d'orchestre faire ça. Et ce serait impossible, parce qu'il n'arriverait pas à faire tous les instruments. Et les entrepreneurs qui ne comprennent pas ça sont condamnés à être des hommes orchestres. Vous savez, les hommes orchestres qui ont tous les instruments sur eux, là. C'est ridicule, non? C'est la même chose des entrepreneurs qui ne savent pas déléguer. Parce que le triptyque, il est très simple. Délégation égale bonne équipe égale croissance. Croissance égale capacité de délégation, parce que plus d'argent. Délégation égale encore meilleure équipe égale encore plus d'argent. C'est ça le triptyque secret. Signe Illuminati, putain. J'ai été démasqué. Vous avez jamais vu les vidéos sur moi qui racontent que je suis un reptilien, non? C'est mes préférés sur YouTube. D'ailleurs, pote reptilien, dédicace. Cette séance est pour vous.
Je sais même plus ce que je racontais. Oui, triptyque. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la façon dont vous traitez vos équipes, la façon dont vous retenez vos équipes est super importante. Qui dit croyance dans la croissance supérieure au stock, dit croyance dans le fait que la rétention de vos employés est la chose la plus importante du monde. Pourquoi? Parce que tous les investissements d'intérêts cumulés, d'intérêts composés que vous aurez fait sur cette personne, si cette personne part, c'est une perte nette pour votre entreprise. Alors évidemment, tout le monde ne va pas rester. C'est un jeu de pourcentage. Mais une bonne entreprise, c'est une entreprise qui a une très très faible turnover. Parce que qui dit turnover élevé, dit catastrophe dans la capacité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire payer les gens très bien. Ça veut dire leur donner de plus en plus d'argent. Ça veut dire les reconnaître, leur donner du plaisir, les faire kiffer. D'ailleurs, un bon chef d'entreprise, c'est le kiffeur en chef de la boîte. Il faut garder l'énergie. Il faut faire que les gens se sentent dans la vibe, dans le move. Et c'est dur, c'est comme un couple. Tout le monde finit par se lasser de tout. Vous trouvez, d'ailleurs, c'est souvent le truc qui se passe quand vous allez travailler pour quelqu'un que vous admiriez de l'extérieur. Vous arrivez à l'intérieur, il est moins intéressant qu'à l'extérieur. Enfin, vous découvrez qu'en fait, il ne dit pas des cache-phrases toutes les minutes. Et après, vous dites, putain, mais en fait, c'est nul. Donc en fait, non, il faut de l'énergie, il faut du contact, il faut réussir à faire ça. Alors, évidemment, la croissance a son dark side. Parce que qui dit croissance dit vitesse. Qui dit vitesse dit... Merci, putain. dit accident. C'est pour ça qu'on limite les... je plaisante. Quand vous dirigez une entreprise en croissance, vous dirigez une entreprise qui appuie sur l'accélérateur. Et plus vous appuyez sur l'accélérateur, plus vous avez besoin d'être un bon pilote. Et plus les erreurs sont catastrophiques. Moi, j'ai pris cette leçon avec Save, où Save, qui était une entreprise de The Family qui est partie dans le mur, ils ont fait des petites erreurs, en fait. Tout le monde imagine qu'ils ont fait des grosses erreurs. Ils ont fait des petites erreurs. Sauf que le problème, c'est qu'une petite erreur, quand vous passez de 0 à 24 millions de chiffre d'affaires en 2 ans, bah, c'est une erreur qui coûte 6 millions d'euros. Dans n'importe quelle autre boîte, si vous faites une erreur de recrutement, bah oui, ok, on a perdu 10 000 balles. Mais chez Save, vous faites une erreur de recrutement, vous avez perdu 6 millions. Et donc, 6 millions, ça ne crée pas le même niveau de panique que 10 000 balles. Pourquoi les startups sont tellement sympas à diriger au début? C'est parce que les gens sont d'une bienveillance infinie. Les enjeux sont très limités. Si vous êtes, regardez, vous rencontrez un type, ça fait 1 an qu'il glande et qui fait semblant de faire une boîte, et il fait connerie sur connerie. Bah, c'est comme un enfant qui fait un dessin. Oh, c'est mignon. Imaginez que le même mec a levé 100 millions, et il a 400 personnes dans sa boîte. Et il fait les mêmes conneries que le mec qui est tout seul dans sa chambre. Alors là, vous faites, putain, mais c'est quoi ce malade? De la même façon, en fait, si vous invitez un mec à déjeuner et qui prend sa purée et vous la balance dans la gueule, vous dites, c'est quoi ce connard? Si vous invitez un gamin de 2 ans à manger et il vous envoie la purée, vous vous rappelez de cette histoire toute votre vie. Ah ouais, quand tu étais petit, tu m'as balancé de la purée dans la gueule. Qu'est-ce qu'on s'amusait. Vous voyez la différence entre start-up et entreprise? Et en fait, la croissance, c'est le passage de l'enfance au monde adulte. Et si cette croissance, elle est hyper rapide, eh ben, il faut devenir un adulte hyper rapidement. La nature est plutôt bien faite. La nature laisse relativement pas mal de temps aux gens pour maturer. Et encore, il y en a qui ratent le coche. Il y en a, ils ne sont vraiment pas dans le Fast 500. Hein. Ils sont plutôt dans « je prends mon temps, pourquoi grandir », tout ça. Bon. À l'inverse, il y a des gens, ils sont matures très vite. Alors des fois, ça c'est un peu la même chose. Vous savez, les gamins comptables. Vous connaissez ce truc? Vous savez, le gamin, il a 2 ans, 3 ans, et il a l'air d'être comptable. Et il ressemble à un comptable. Ça fait flipper, ça. Je dis, ouais, ah bon, tu m'as fait un reporting sur ta classe de maternelle, ouais. Ok, et l'audit de la cantine, ça va pas? Bon, ok. Bon. Et c'est la même chose avec une start-up. Si une start-up vous savez, par exemple, il y a des start-up, elles ont 6 mois, les jeunes entreprises ont 6 mois, elles ont un conseil d'administration, un conseil de surveillance, des advisors, un reporting avec un tableau de 40 cases, etc. Mais en fait, il n'y a rien, parce que c'est comme un gamin. Il n'y a rien dans les tableaux. Et le conseil de surveillance, il ne sert à rien. Et le conseil d'administration, il ne sert à rien. Et ben, cette image d'un enfant qui se prend pour un adulte, c'est la même chose qu'une start-up qui se prend pour plus grande qu'elle est. Et vous savez, c'est souvent les start-up où vous avez
un CEO, un CTO, un CPO, un CSO, un CDO et des stagiaires. Et encore, les stagiaires, ils viennent pas vraiment au bureau, en fait. Parce qu'ils savent pas ce que les mecs font. Et c'est un peu la même image. C'est pour ça que la croissance, c'est évidemment quelque chose qu'on pousse. Dieu merci, comme la croissance naturelle, on est ralenti par des trucs comme l'absence de puberté, etc. C'est un peu la même chose. Comme la vie humaine, quand on croît, on passe par des phases hormonales difficiles, on passe par des crises intenses, on ne se sent pas à l'aise dans son corps, on se dit « Ah, mais c'est quoi tous ces sales? Ah, ces clients me font chier ». Et comme dans la vie, il y a cette crise d'adolescence un peu pas facile qui fait le passage de l'enfance au monde adulte. Et comme dans la vie, c'est très très dur de définir ça objectivement. Parce qu'après, les questions, c'est alors c'est quoi un enfant? C'est quoi un ado? C'est quoi un adulte? Si vous jouez à ce jeu-là, vous verrez qu'il n'y a aucun critère qui marche pour définir la différence entre les trois. Comme il n'existe aucun critère pour définir la différence entre une start-up, une entreprise ou une scale-up. C'est le nouveau mot. Les scale-up sont au monde des start-up, ce que les ados sont à la vie. Ça, ils nous font leur crise d'adolescence, ils veulent être traités comme des adultes, mais ils n'en ont pas encore les moyens. Voilà, ados. Et oui, l'image fonctionne plutôt bien. Et donc, la croissance a un dark side, c'est que si vous allez trop vite, vous finissez avec des problèmes d'hormones de croissance. Et si vous allez trop lentement, vous finissez, en général, les croissances trop lentes finissent mal, malheureusement, chez les enfants. Et c'est la même chose, votre entreprise va mourir. Et donc, il faut avoir le bon tempo. Et qui dit bon tempo, dit aussi avoir les bons réflexes. Alors, si vous regardez les sociétés humaines, on a réglé ce problème de façon assez simple, c'est qu'on met les enfants ensemble pour qu'ils apprennent les uns des autres. Les startups, je pense qu'il faudrait faire la même chose. Vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle The Family. Mais les startups devraient faire la même chose. Quand vous êtes en hypercroissance, il y a énormément de choses contre-intuitives que vous devez faire. Et il n'y a pas mieux que quelqu'un qui l'a déjà vécu pour vous aider. Et pas quelqu'un qui l'a déjà vécu il y a 50 ans. Quand vous êtes un gamin, est-ce que vous croyez qu'un gamin va se faire mentorer par un type de 60 ans? Non, personne ne fait ça. Il n'y a aucun gamin qui va venir voir un type de 60 ans en disant « Comment tu joues avec mon Goldorak ?» avec mon Iron Man, pour avoir l'air moins vieux. De la même façon, quand vous êtes une start-up, vous ne voulez pas aller chercher un type qui a fait ça il y a 30 ans et qui ne s'en souvient pas. Et vous ne voulez surtout pas aller chercher quelqu'un qui est prépubère. Parce que ça, c'est pire. Vous ne voulez pas aller chercher un type qui ne l'a jamais fait. Et c'est les deux problèmes du conseil des entreprises. C'est que les entreprises ont tendance à aller voir des gens prépubères, c'est-à-dire des gens qui ne l'ont jamais fait, ou aller voir des gens qui l'ont fait il y a tellement longtemps que les souvenirs sont hyper distordus et hyper relativisés. D'ailleurs, pensez à votre enfance. Si vous avez eu la chance d'avoir une enfance heureuse, tous les gens qui ont eu une enfance heureuse, comment ils imaginent leur enfance? Distordue et glorieuse. Parce qu'ils se souviennent de tous les pics de bonheur. Si vous avez eu une enfance malheureuse, vous vous souvenez de quoi? De toutes les horreurs et de toute la distorsion des horreurs, parce que vous allez s'emplir de tous les pics bas. Maintenant, la vérité, c'est que vous ayez une enfance heureuse ou une enfance malheureuse, il est probable que vous ayez passé 80% de votre temps à glander à l'école en entendant un prof que vous n'écoutez pas. Mais ce temps-là, il est invisible. Vous n'en souvenez pas. Parce qu'on ne se souvient que des pics. Ça a même un nom en sociologie, ça s'appelle la coloscopie effect. Pourquoi? Parce que dans une coloscopie, on ne se souvient que quand ça rentre et quand ça sort. Et si ça se passe bien à ces deux moments-là, ça se passe bien pendant toute la coloscopie. Alors qu'à l'inverse, si ça se passe mal au début, ça se passe mal tout le temps. Parce qu'on ne se souvient que des pics. Et donc, évidemment que quand on demande à quelqu'un de se rappeler de comment il faisait sa boîte et tout, vaut mieux que ce soit il n'y a pas longtemps. Et c'est pour ça que le mentor idéal, c'est quelqu'un qui a créé sa boîte il y a 2 ans. Et qui a peut-être 2 ans d'avance sur vous, 3 ans d'avance sur vous. Parce qu'il est tout juste aux étapes les plus concrètes où il peut avoir les conseils les plus concrets. Si vous allez voir un vieux mentor et que vous disiez comment il faut recruter, il vous dira qu'il faut recruter lentement, il faut virer vite, il vous donnera des conseils très méta. Si vous allez voir un mec qui a fait une boîte il y a 2 ans, il vous dit comment recruter, tu dis, ce mec-là, tu oublies, c'est un con. Par contre, ce mec, il est génial parce que ABC. Vous voyez? Ça change complètement le rapport. Et c'est ce qui fait qu'on rentre dans la croissance. La croissance, c'est l'obsession de l'opérationnel. C'est l'obsession du détail. C'est le fait de faire que chacun des détails et chacun des éléments sur lesquels vous pouvez interagir aille dans le bon sens. Et c'est essentiel d'être au point dans chacune de ces étapes. Parce que si
vous oubliez quelque chose dans l'équation, comme vous êtes en croissance, vous le payez 10 fois plus cher. Et c'est ça, en fait, le dark side de la croissance. D'ailleurs, qu'est-ce que les gens ils ont dit à propos de Save? Ils ont dit qu'il fallait aller moins vite. J'adore quand les gens disent ça. D'ailleurs, j'ai même une proposition de petit objet à vendre en boutique The Family. Ce serait un petit panneau que vous mettiez à l'entrée de votre boutique qui dit « Dégage, connard, on croît trop vite ». Comme ça, quand les clients viennent et demandent un truc, ils veulent tous acheter le même truc le même jour. Vous dites « Non, excusez-nous, on est en croissance ». Puis vous sortez le panneau comme ça. « Dégage, connard, on est en croissance ». Non, personne ne fait ça. Vous ne pouvez jamais dire non à un client. C'est pour ça que la croissance, elle est autant due à votre capacité à aller la chercher qu'elle est due au fait qu'elle devienne au-delà de vous-même. Et pour avoir la bonne image, c'est l'image des voitures que vous démarrez à la main. Vous savez, ces vieilles voitures là où il fallait mettre une barre en fer dans le moteur pour démarrer le moteur. Une entreprise, c'est la même chose. Au début, le moteur, vous êtes là, c'est très dur. Il faut peut-être s'y mettre à deux même. Il y avait même des voitures, il fallait s'y mettre à deux pour les démarrer. Puis à un moment, on atteint un tipping point. Et ce tipping point, le moteur démarre. Et là, il démarre. Il n'y a plus besoin de tourner. Et une entreprise, c'est la même chose. Les premières étapes, il faut tourner le moteur. Et quelle est l'erreur que font les gens dans cette étape? C'est de ne pas imaginer qu'un jour, le moteur va tourner tout seul. Et donc, de ne pas se préparer. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que la croissance, c'est un état d'esprit. C'est toujours penser à comment ça pourrait être sans jamais rien anticiper. Je vous donne un exemple. Par exemple, la mauvaise croissance, c'est d'acheter des serveurs surdimensionnés. Pourquoi? Parce que vous avez un coût que vous n'avez pas besoin tout de suite. Et donc, vous imaginez qu'il y aura des millions de gens alors qu'il n'y aura personne. Donc, acheter des serveurs surdimensionnés, ça, c'est une mauvaise préparation pour la croissance. À l'inverse, programmer son site Internet comme s'il était international en parfaite abstraction. C'est-à-dire que vous factorisez le code pour que l'ensemble des phrases du code soit une abstraction qui fait que quand vous lancez une autre langue, vous pouvez tout de suite changer la langue. Ça, c'est de la bonne préparation à la croissance. Pourquoi? Parce que c'est painful de changer ça. C'est de la dette technique qui est extrêmement douloureuse et c'est une mauvaise conception de design d'un objet initial. Vous voyez, c'est une erreur d'ontologie. Acheter des gros serveurs, c'est de l'ego. Préparer son site pour qu'il soit dans toutes les langues, c'est de l'ontologie. D'ailleurs, sur Twitter, je me suis pris la tête parce qu'on a encore une boîte. On a une boîte qui fait un logiciel SaaS de je sais pas quoi, là, Enterprise SaaS, qui apply. Et leur nom, c'est un truc genre la boulangerie. Et le site est en anglais. Hein. Il y a des gens, ils ne sont pas du tout dans la dissonance cognitive. C'est débile. Vous voulez faire une boîte qui croît. Un jour, elle aura des clients partout. Et si un jour, elle a des clients partout et que la France n'est pas connue pour sa... La France n'est pas réputée pour ses logiciels SaaS B2B. Hein. Les gens ne se disent pas « Oh yeah, it comes from Pierre Hermé, wonderful SaaS ». Donc, si vous n'êtes pas sur ce marché-là, d'accord, vous mettez un nom en anglais, puis en .com. Parce que ça ne sert à rien d'aller ensuite aller changer de nom. Alors, les gens, ils me disent « Ouais, mais Blablacar ». Oui, Blablacar, ils ont réussi malgré le fait de s'appeler covoiturage.fr. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils s'appelaient covoiturage.fr. Il n'y a aucune erreur qui est fatale. Mais plus vous pouvez les éviter, et plus ça se passe bien. C'est tout. Et donc, le nom que vous choisissez, c'est l'étape numéro 1 de la philosophie de la croissance. Si vous choisissez un nom en français, vous dites que votre marché, c'est la francophonie. Ce qui peut être fine, hein. Coup d'État. Il n'y a pas de problème. Mais en disant coup d'État, on dit francophonie. En disant francophonie, on dit limite. La croissance, c'est quelque chose qui se prépare philosophiquement, qui s'entretient, qui se forme, qui se mesure, qui s'adapte, qui s'optimise, et on recommence. Et c'est un cycle sans fin. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous passerez des seuils de croissance, vous aurez toujours le choix de relancer les dés. Alors, on va finir là-dessus. Le problème des boîtes qui croient à l'infini, c'est qu'en fait, elles prennent des risques à l'infini. Et il y a une différence entre votre entreprise et vous. Vous n'avez peut-être pas envie de prendre des risques à l'infini. Donc, se pose une question qui est, si je relance les dés en permanence, je me mets dans une situation
ou en permanence, je prends le risque d'avoir zéro. C'est pour ça qu'il faut dissocier votre entreprise de vous. Il y a un truc très étrange dans la culture francophone des affaires. Comme les gens ont un rapport à leur entreprise qui est un rapport non autonomiste, ils ont l'impression que leur entreprise, c'est eux. C'est une très mauvaise image. Leur entreprise, c'est leur enfant. C'est quoi la relation d'un bon parent avec son enfant? Il y a forcément un lien affectif, fort, mais vous ne pouvez pas espérer que votre enfant soit une copie de vous. C'est déjà normalement le produit de 2 personnes, donc compliqué que ce soit la copie d'une seule personne. Enfin, en théorie, c'est le produit de 2 personnes. Et puis en plus, c'est hyper narcissique et violent d'imaginer que vos enfants sont vous. Non, vos enfants peuvent avoir des choses de vous, mais ont des choses qui sont entièrement autonomes de vous. Et votre enfant, il peut avoir une vie qui est libre par rapport à vous. Ma mère a un dicton qui dit que la seule façon de réussir le boulot de parent, c'est de pouvoir mourir l'esprit tranquille. Voilà, si vous êtes parent, vous n'avez pas envie que vos enfants soient liés à vous comme s'ils avaient un handicap. Non, vous avez envie qu'ils soient le plus vite possible, le plus autonome possible, pour ne pas avoir besoin de vous. C'est paradoxal, puisque vous les aimez. Et c'est la même chose avec une entreprise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise, contrairement à un enfant, on peut vendre une partie. Et ça, c'est un outil très étrange, qui est très peu compris par les entrepreneurs français. Le niveau de risque d'une entreprise, il est croissant. Plus une entreprise croît, d'accord? Donc ça, vous avez la croissance de l'entreprise, plus le niveau de risque est exponentiel. Une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires par an est exponentiellement plus risquée qu'une entreprise qui fait 100 millions de chiffre d'affaires par an, qui est exponentiellement plus risquée qu'une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires par an, qui est exponentiellement plus risquée qu'une entreprise qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, qui est exponentiellement plus risquée qu'une entreprise qui fait 10 000 euros de chiffre d'affaires par an. OK? Bon. Ces risques, ils sont extérieurs et intérieurs. Plus une entreprise fait de chiffre d'affaires, plus elle est complexe. Donc vous avez des risques internes. Et plus une entreprise fait de chiffre d'affaires, plus elle a une responsabilité sociétale qui crée des risques. Quand vous êtes Mark Zuckerberg, vous ne dirigez pas une entreprise, vous dirigez un pays. Alors il y a des bons côtés. Le pape vous reçoit, vous pouvez aller dîner avec Obama, et quand vous prenez l'avion, vous ne faites jamais la queue. D'accord? Vous êtes dans littéralement le guichet des chefs d'État. OK? À l'inverse, parce que vous avez une entreprise de cette taille, la Russie peut vous utiliser comme outil pour truquer une élection et vous devenez un type qui est interviewé par le Sénat comme l'ennemi à abattre. Vous voyez? Il n'y a pas de free lunch. Vous avez des bénéfices d'un côté, mais vous avez des coûts de l'autre. Et la vie des entreprises, c'est comme un bilan d'entreprise. Vous savez, l'actif est toujours égal au passif. Vous savez, en compta, ce principe très shintoïste, l'actif est toujours égal au passif. Et dans la vie des entreprises, l'actif est toujours égal au passif. Tout ce que vous gagnez d'un côté en bon, vous le perdez de l'autre côté en emmerde. Tout ce que vous gagnez en argent, vous le perdez de l'autre côté en liberté. Vous avez une entreprise avec 10 employés, vous avez un certain niveau de liberté. Vous avez une entreprise avec 10 000 employés, vous oubliez le mot liberté. C'est fini. Parce que tous les jours, il y aura des emmerdes que seul vous aurez le droit de traiter. C'est comme ça. Bon, très bien. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous dissocier de ça en tant que personne. Et il y a un outil pour faire ça. Il y a 2 outils pour faire ça. L'outil numéro 1 dans les entreprises traditionnelles, c'est le paiement de dividendes. Et l'outil numéro 2 dans les entreprises un peu plus start-up, c'est le fait de vendre des actions. Et le fait de prendre un peu d'argent sur la table, comme on dit, off the table, comme diraient les Américains. Ce truc est très étrange en France parce que les gens pensent que s'ils font ça, ils perdent de leur entreprise. Alors, les startups, c'est peut-être l'extrême inverse. Ils veulent vendre toutes leurs actions à des investisseurs pour pas grand-chose. Bon. Mais en fait, eux n'en vendent pas d'actions. Et résultat, ils ne se mettent pas dans la bonne position en termes de patrimoine personnel. Et donc, ça crée un désalignement entre leurs investisseurs et eux. Si vous êtes le seul type pauvre autour de la table, vous ne risquez pas de prendre des gros risques. Parce que le jour où vous devrez décider, vous êtes une boîte à 10 millions et il faut passer à 100 millions, il faut peut-être prendre le risque de planter la boîte. Si vous avez l'impression que vous aurez 0 si vous prenez ce risque, peut-être que vous ne le prendrez pas. Alors que si vous prenez un peu d'argent pour vous, ça change la donne. Et de la même façon, moi je vois plein de chefs d'entreprise qui ont des PME rentables pendant des années, ils ne se payent jamais le moindre dividende,
Puis un jour, leur marché se retourne et ils font toutes les erreurs du monde. Pourquoi? Parce que tout cet bénéfice accumulé pendant des années, une fois que l'entreprise va mal, vous ne pouvez pas vous le distribuer. Là, ce serait une faute de gestion. Et ensuite, vous avez tout le résultat productif d'année d'année qui est simplement défoncé pour faire survivre une entreprise qui aurait dû mourir. D'ailleurs, les gens font ça dans leur vie. Ça s'appelle l'épargne pour la retraite. C'est connu. C'est le moment où vous êtes le moins actif et le moins en forme, vous avez le plus d'argent. Bah non, dépensez de l'argent que vous n'avez pas quand vous êtes jeune, kiffez et passez votre vie à rembourser. Oui, le Zurichois a un avis là-dessus. Oui. C'est pour ça qu'il faut définir des règles du jeu quand tu passes des étapes. Tu ne peux pas jouer à ce jeu de façon continue. Tu dois jouer à ce jeu de façon discontinue. Sinon, tu peux aller jusqu'à l'infini en augmentant le taux de risque sans jamais avoir quoi que ce soit que tu peux appeler une victoire. Tu vois le problème? Évidemment, c'est comme tout jugement dans la vie. Si tu prends trop de dividendes trop tôt ou que tu vends trop d'actions trop tôt, tu perds beaucoup d'argent. Mais tout est dans une question de doigté et tout est dans une question de jugement. Mais tu ne peux pas prendre de vrais risques fondamentaux si tu ne te sécurises pas en tant que personne. Et tu ne peux pas te sécuriser en tant que personne si tu ne dissocies pas ta personne de ton entreprise. Tu existes en tant qu'individu, au même titre que ton entreprise existe en tant qu'individu. Et tu existes de façon patrimoniale, de façon indépendante, au même titre que ton entreprise existe de façon patrimoniale. Et si tu veux vraiment aller chercher de la croissance, il faut aller chercher de l'argent perso. Oui. Justement, par rapport à ça, c'est clair, dans une focalisation, l'entreprise, elle a son objet, elle a son marché, etc. Est-ce que tu penses, par exemple, sur, mettons que l'entreprise commence à croître, elle commence à rentrer de l'argent, utiliser une partie de cet argent pour mettre des rentes à l'intérieur de la boîte, qui pourrait sécuriser un petit peu, c'est pas forcément une diversification, mais quelque chose qui ferait que tu es peut-être à cheval sur un petit marché qui ramenait des sous, assurer une certaine sécurité, etc. Est-ce que c'est couper la porte en deux? Ça, c'est la pire façon de le faire, je pense. Parce que c'est le meilleur moyen de défocus la boîte. Et c'est pour ça que tu ferais mieux de le faire toi à titre perso plutôt que la boîte. Et c'est tout le sujet en fait. C'est que si tu réfléchis de façon patrimoniale dans ta boîte, tu prends ta boîte pour une holding au lieu de la prendre pour ce que c'est, un objet fixe qui a une mission. C'est comme si moi je commençais à investir de l'argent en bourse avec l'argent de The Family. Et pourtant, Dieu sait qu'ici on a des gens qui sont très forts à ce jeu-là. Mais on le fait avec notre argent perso. Parce que la dernière chose que j'ai envie, c'est que qui que ce soit dans The Family regarde le cours d'Amazon. Tu vois? Mais si moi j'achète des actions d'Amazon il y a 10 ans parce que j'y crois, c'est mon problème à titre perso. C'est deux sujets complètement différents. La problématique, c'est qu'à titre personnel, en fait, l'argent que tu perds, tu vas payer énormément de taxes. Alors ça, tu vois, ça c'est un raisonnement que j'ai jamais compris. D'accord? C'est les gens qui optimisent fiscalement plutôt qu'optimiser business. Les taxes, c'est un cost. Quel que soit le cost, c'est comme vivre quelque part. Si tu vis à Saint-Germain-des-Prés, ce n'est pas le même loyer que si tu vis au fin fond de la Creuse. Tu n'as jamais vu quelqu'un hésiter entre vivre à Saint-Germain-des-Prés et la Creuse. Si tu aimes la Creuse, tu vas vivre dans la Creuse et ça coûte un certain prix. Si tu aimes Saint-Germain-des-Prés, tu vis à Saint-Germain-des-Prés et tu payes le prix. Est-ce que tu crois vraiment qu'un mec qui adore vivre à Saint-Germain, qui est heureux à Saint-Germain, et dont la chose la plus intelligente à faire, c'est de vivre à Saint-Germain, va aller s'installer dans la Creuse pour payer moins de loyer? Et c'est exactement ce que font les gens qui optimisent fiscalement avec leur boîte. Si tu commences à prendre des décisions, non pas parce que c'est la bonne décision business à faire, mais parce que c'est une décision fiscale, tu prends une décision parce qu'un gouvernement te l'impose, et la probabilité que cette décision à long terme compound dans le bon sens, elle est proche de zéro. Et ça, je le vois tout le temps. On a vécu avec ma femme un truc dramatique l'année dernière, où un ami de ma femme a un labo médical. Vous savez, le labo médical, c'est le business de rente par excellence. Vous ouvrez un truc dans un quartier, il y a tous les mecs qui n'ont pas mis de préservatif qui viennent faire des tests, rien que ça. Vous installez dans Paris Centre, vous faites fortune. Bon, okay. Il a eu un problème, donc pendant des années, il ne s'est pas versé de dividendes, alors qu'il a fait des gros bénéfices parce qu'il a optimisé fiscalement. Qu'est-ce qu'il a fait avec son argent? Il a utilisé l'argent de son labo médical pour faire du crédit bail œuvre d'art. Montage fiscal parmi les montages fiscaux. Je vous explique le principe.
Vous achetez des œuvres fiscales à crédit, vous remboursez le crédit avec la boîte, vous mettez les œuvres dans votre cabinet et vous vous constituez un patrimoine, 0% d'impôt. Non? Bon. L'année dernière, son cabinet médical a eu un problème d'hygiène. Ou de je sais pas quoi. Fermé par l'ARS 24 heures. Le mec a de la trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à utiliser cette trésor pour payer toute son équipe, etc., le temps de récupérer le conflit avec l'ARS. 3 ans plus tard, il n'a rien récupéré, il n'y a plus de trésor. La boîte est liquidée, le passif n'est pas suffisant, il a perdu tout, il a perdu toute sa vie. Pourquoi? Pour économiser 23% d'impôts sur les plus-values? Il faut être complètement con. Et je le dis en toute amitié. Et c'est une erreur que font, et c'est la spécialité. Quand tu vas à une réunion MEDEF en France, c'est le parti du contribuable. Je veux dire, tu vas au MEDEF, la seule chose dont on parle, c'est les impôts. Ça va, les gars. Les impôts, c'est fonction de l'état d'un pays. Si dans ce pays, il y avait de l'argent, il y aurait moins d'impôts. Et s'il n'y a pas d'argent, il y a plus d'impôts. C'est comme ça. Enfin, et si tu as envie de vivre dans un pays où il y a moins d'impôts, tu vas en Suisse, tu vas en Belgique, tu vas en Angleterre. Il y a plein d'endroits où les impôts sont différents. Tu prends tes responsabilités et tu vas vivre ailleurs. Tu ne peux pas avoir le plaisir d'avoir la culture française, le charme français, la vie française, et pas ça. Et d'ailleurs, moi, tous mes amis expatriés fiscaux, ils finissent tous malheureux. Vous savez, c'est toujours en plus les Français les plus français, quoi, qui veulent s'expatrier fiscalement. Donc les mecs, ils aiment le vin, le fromage, le truc, le machin. Ils aiment critiquer tout le monde. Ils se plaignent de tout. Et ils débarquent dans un village en Suisse. Première semaine, le type, il appelle parce que le mec n'a pas sorti les poubelles à l'heure. La police vient. Il dit, mais c'est la Gestapo ici. Bah oui, connard, t'es en Suisse. C'est ça les règles. Tu vas voir ce que c'est d'immigrer. Donc, comment ils finissent tous ces mecs? Ils finissent profondément malheureux. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un business incroyable de faire croire que tu es à l'étranger alors que tu es à Paris avec des systèmes satellites, des factures d'eau et tout. Mais ils sont fous, ces gens. Tout ça pourquoi? Pour ne pas payer 20%, 30%, 40% d'impôts. De toute façon, la vérité, c'est que les impôts, à la fin, ça ne reste qu'une partie de ton argent. C'est jamais tout ton argent. Et c'est pour ça que ce que je te disais, tax is a cost. Et c'est la même chose, il faut voir les taxes comme un loyer du pays dans lequel tu vis. Et il y a des loyers chers, il y a des loyers pas chers. Mais comme par hasard, en général, les endroits où on s'amuse, les loyers sont chers. C'est quoi les 2 villes des États-Unis où les impôts sont les plus élevés? San Francisco et New York. Pourquoi? Tu crois vraiment qu'il y a un mec qui va dire « Ah ouais, non, mais je quitte San Francisco pour m'installer dans le Nevada, c'est 0% de taxes. » Oui, bah oui, c'est 0% de taxes. D'ailleurs, c'est 0% de tout, c'est le désert. Heureusement qu'ils ont la bonté d'esprit de ne pas te taxer. Tu vois, quand tu es ricain, tu peux aller dans le Connecticut. C'est 2 fois moins de taxes que New York. Il faut vivre dans le Connecticut. Hein. Oui. Pourquoi est-ce que Dublin attire Google et Luxembourg Bah parce qu'ils n'y vivent pas et qu'ils attirent des gens qui y vivent en échange de gros salaires. C'est une optimisation entreprise. Je veux dire, tu crois vraiment que Larry Page y vit à Dublin? Larry Page y vit à San Francisco, il paye ses impôts à San Francisco. Et c'est pour ça qu'il faut faire la distinction entre Larry Page en tant que personne qui paye une blinde d'impôts. On ne parle jamais de ce que ces mecs payent en impôts. À l'IPO de Facebook, Zuckerberg, il a payé 13 milliards de factures fiscales. Zuckerberg, il serait français, il nous aurait fait un cake intersidéral sur le fait qu'il a pris des risques, que c'est une honte, que je ne sais pas quoi. Il aurait créé une holding, je ne sais pas où. Enfin, invraisemblable. Alors, les Américains, pour leur défense, ils ont un système un peu bizarre. C'est que les Américains payent les impôts aux États-Unis ou qui vivent dans le monde. Et les Américains considèrent que ce soit toi en personne qui possède quelque chose ou une holding, tu as le même taux d'impôt. Puisqu'ils considèrent que ce que la holding possède pour des raisons non professionnelles, c'est de l'impôt personnel. Donc ils rendent toutes les holdings du monde transparentes. Et en plus, ils forcent toutes les banques, tous les comptables et tout à comply, sinon ils les envoient 30 ans en prison, où qu'ils soient dans n'importe quel pays. Donc Zuckerberg paye ses impôts. Mais tu vois, c'est bizarre. Pourquoi le pays le plus dur au monde fiscalement? Parce que les États-Unis sont le pays le plus dur fiscalement au monde. Personne n'optimise fiscalement aux États-Unis. Optimiser fiscalement aux États-Unis, c'est 30 ans de tôle. C'est vraiment... je ne crois pas que Balkany soit en tôle. Hein. Jusqu'à preuve du contraire. Balkany aux États-Unis, il est à Guantanamo.
D'accord? Pourquoi le pays le plus dur fiscalement au monde produit le plus de richesses? Parce que personne ne peut optimiser fiscalement. Résultat, ils prennent des décisions business. Et comme la pression fiscale est forte, il faut prendre des bonnes décisions business parce qu'il faut gagner beaucoup d'argent pour produire beaucoup d'argent. C'est aussi con que ça. Et donc, quand tu prends une décision pour des raisons fiscales, tu prends toujours une décision qui n'est pas pour une raison business. Et quand tu les prends pour une raison qui n'est pas business, l'enfer commence. Et d'ailleurs, la meilleure blague, je ne vous dirai pas le nom, mais c'est mon histoire favorite à Paris. Il y a un fonds parisien, un très très gros fonds parisien, qui a travaillé avec les meilleurs fiscalistes pour optimiser son montage fiscal. Sauf qu'ils ont oublié qu'ils étaient français. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont payé des millions pour avoir un montage que François Hollande a changé avec un amendement. D'ailleurs, François Hollande n'a pas changé l'amendement en pensant à ces gens-là. Il ne les connaît pas. Enfin, non, ils font des trucs, quoi. Donc, ils ont repayé un autre montage. Et le jeu a continué pendant 10 ans, la durée du fonds. Et à la fin, les cost of lawyer étaient supérieurs aux bénéfices du fonds. Et c'est une histoire vraie. Hein. C'est délirant ce que tu peux faire quand tu as des problèmes idéologiques comme ça. Parce que et c'est pour ça que le MEDEF n'ira jamais nulle part dans ce pays. Parce que leur putain d'obsession, c'est des trucs... il faut des subventions, il faut le CICE, il faut... Mais en plus, il n'y a personne qui comprend rien. Donc, ne faites jamais rien pour des raisons fiscales. Alors, question, les gars. Vous devez avoir plein de questions. Ouais. Ouais. Alors, j'ai dit qu'il fallait toujours se verser du dividende. Tu viens de le dire. Voilà, on vient de passer toujours à de temps en temps. Merci déjà pour la précision. Et de l'autre côté, j'ai dit qu'il fallait toujours vivre comme un survival. Comment on réconcilie les deux? Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir des cases. Ton entreprise devrait toujours être en survival. OK? Donc, case numéro 1, ton entreprise. Ton entreprise, on va lui donner un nom de personnage. Bob. Bob, c'est pas toi. Bob, il a besoin d'avoir faim. Bob, il a besoin d'être musclé. Bob, il a besoin de pas kiffer. Et Bob, il a besoin de toujours être en guerre. Ça, c'est Bob. D'accord? Toi, tu es le créateur de Bob. En tant que créateur de Bob, à chaque fois que tu fais une nouvelle version de Bob, tu prends le risque que Bob s'autodétruise. Et tu prends le risque que Bob se jette par la fenêtre et pète tout. Donc avant d'appuyer sur Update, tu te dis, je vais prendre un peu dans le portefeuille de Bob pour ma poche. Mais ça, tu le fais à chaque fois que tu joues à une nouvelle version. Si tu prends dans le portefeuille de Bob trop vite, Bob, il s'affame, donc il meurt. Donc il faut quand même que tu lui laisses suffisamment d'argent. Tu peux prendre de l'argent qu'à partir du moment où il pèse tellement que tu peux prendre, il ne remarque rien. Tu vois? Là, ouais, attends, je vais pas un billet. Et tu vois, Bob, il est un peu bête. Bob, tu croyais que c'était toi, mais Bob, c'est pas vraiment toi. Bob, il comprend à peine 10% de ce que tu dis. Tu lui dis, il faut faire des ventes d'un produit B2B qui vise les orthophonistes. Puis Bob, en fait, il vend aux dentistes. Ils achètent. Alors tu dis, oui, Bob, tu as raison. En fait, on vend aux dentistes. Tu t'adaptes en fonction des feedbacks que Bob te donne. Et toi, tu as besoin de te protéger de Bob. Parce que Bob, le jour où il va pas bien, il pète tout chez toi. Ta vie, ta famille, ton équilibre, il chope ta femme, il bute tes gosses. Et donc, tu as besoin de garder Bob dans un mode où tu peux, à tout moment, l'autodétruire. Plus clair comme ça? Bob, l'ami de coup d'État. Je sens que Bob, il va finir sur Instagram. Hein. Ouais, vas-y. Tu vas bien d'ailleurs? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Pourquoi tu as vu recruter? Alors. C'est quoi les erreurs que font les entrepreneurs? Ouais. Pourquoi tu es obligé de recruter? Dans un monde idéal, tu recrutes de moins en moins. Donc, le recrutement, dans une boîte idéale, c'est un truc comme ça. D'accord? C'est-à-dire qu'au début, malheureusement, au début, tu as besoin de mettre des gens qui ne sont pas au top en termes de productivité parce qu'ils sont en phase d'apprentissage. Donc, tu as plein de gamins.
avec toi qui es toi-même un gamin. Et petit à petit, tu as moins besoin de racheter de gamins en fonction de l'activité. Ce n'est pas linéaire. C'est vraiment comme ça, pour que les revenus soient comme ça. Alors, comment on fait pour bien recruter? Pour bien recruter, en général, il faut faire 3 choses. Première chose, il faut comprendre quels sont tes angles morts. On a tous des biais. On a tous des choses qui nous attirent. Par exemple, je vais vous en donner un, moi, qui m'énerve, qui est un de mes biais personnels qui m'énerve beaucoup. Je suis beaucoup moins dur avec les gens qui viennent de peu qu'avec les gens qui ont eu beaucoup. En tant qu'ex-pauvre, tout ça, ça me touche, quoi. En général, c'est les premiers qui se font virer à The Family. Hein. Parce qu'ils ne sont pas jugés de la même façon au début, et ils n'arrivent jamais à rattraper cette truc. Et tu vois, c'est un biais. Il n'y a pas de raison que quand tu embauches quelqu'un, tu es la moindre... Dans les deux sens. Tu n'as pas à embaucher quelqu'un parce que c'est un héritier, tu n'as pas à ne pas l'embaucher parce que c'est un héritier, tu n'as pas à embaucher quelqu'un parce qu'il s'est construit tout seul, et tu n'as pas à ne pas embaucher quelqu'un parce qu'il s'est construit tout seul. Tu dois être neutre là-dessus. J'arrive pas à être neutre là-dessus. C'est comme ça. Bon, j'ai fait 10 conneries. À la 10e, tu dis, OK, il y en a marre. J'ai cette espèce d'angle mort. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à quelqu'un de m'aider à chaque fois qu'il y a un profil comme ça. Donc maintenant, quand il y a un profil comme ça à The Family, c'est plus moi qui le vois. Il passe pas, il passe pas. Je donne à quelqu'un qui n'a pas cet angle mort. À l'inverse, tu dois entretenir tes points forts. Par exemple, moi, j'ai un point fort. C'est que j'ai un rapport aux gens, j'adore les défauts des gens. Je pense que les gens se définissent mieux par leurs défauts que les qualités. Les qualités des gens, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Les gens disent « Ah, il est merveilleux, il est généreux, il est honnête et tout ». Aucun intérêt, boring. Pourquoi? Parce qu'en général, les qualités des gens, c'est jamais ce qui reste sous pression. Je veux dire, vous êtes hyper sympa, c'est la guerre, c'est pas ce qui va rester. Hein. C'est bon, ok, oui, il est sympa. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors que si j'arrive, tu vois, à voir une petite pépite, tu vois, un petit truc qui tourne par rond, je peux construire beaucoup de choses là-dessus. Et quand tu embauches les gens pour leurs défauts, c'est hyper prédictible. Si par exemple, tu prends un commercial qui est vaniteux, c'est facile d'entretenir sa vanité. Il faut qu'il fasse des ventes. Donc, ça crée une belle boucle. Si tu prends un mec qui a l'air d'être... humainement hyper équilibré et tu lui dis que tu deviens commercial, il y a de fortes chances qu'ils ne vendent jamais rien. Hein. Parce que c'est un boulot de gens qui ont cette énergie-là. De la même façon, si vous voulez travailler, 100% des gens qui travaillent à The Family ont l'ego très bien placé, pour le dire gentiment. Parce que quand vous êtes à The Family, à un moment ou à un autre, il faut monter sur scène. Si vous êtes du genre introverti, etc., et vous montez sur scène, ça ne marche pas, quoi. Si on commence à vous mettre des employés de The Family, ça a beau être des gens formidables, vous allez tous nous prendre pour des cons. Hein. Ben, c'est comme ça. Il faut de tout pour faire un monde, mais par contre, au sein d'une entreprise, il faut créer un alignement parfait entre les défauts dont vous avez besoin et de la boîte que vous êtes en train de construire. Ça, c'est le deuxième point. C'est que si tu arrives à vraiment savoir sur quoi appuyer, tu peux créer une homogénéité d'équipe. Et la troisième chose, c'est que pour bien recruter, tu as besoin de penser croissance plutôt que stock. C'est-à-dire que les talents ne sont pas disponibles à la plupart des boîtes. Si tu es Google, tu veux embaucher des talents parce que tu gères une rente. Donc quand tu es Google, tu veux un mec qui sort de Stanford, MBA, premier de la classe, qui n'a jamais eu de problème dans sa vie, qui a des parents qui l'aiment, qui est lisse sur toute la ligne. Parce que le mec est là pour gérer une rente. Et quand tu gères une rente, tu veux pas que les gens déconnent. Tu veux pas un mec qui vient, il pisse dans le salon, il casse la commode. Ah, non. Non, tu veux Sundar Pichai, quoi. Tu vois, Sundar, c'est un mec extraordinaire pour ça. Il a monté les échelons, il a été on the bench pendant 4 ans à Google. On the bench chez Google, c'est-à-dire que vous faites rien et vous attendez un poste. Il l'a fait avec fidélité, il n'a pas été chercher un poste ailleurs. C'est un test de... C'est comme dans la mafia, quoi. C'est un test de fidélité. Bon, bah, très bien. Mais malheureusement, si tu es une entreprise en croissance et que tu prends des gens comme ça va mal finir. Parce que ces gens-là, ils savent gérer, ils ne savent pas créer. Et donc, tu as besoin de penser croissance. Tu as besoin de penser, ce type-là, je vais pouvoir investir sur lui pendant des années
et il va pouvoir apprendre en même temps que moi. Et donc, pour comprendre le recrutement, les gens pensent qu'un bon recrutement, c'est de choisir la bonne fleur, alors qu'un bon recrutement, c'est de mettre la bonne terre. Et ensuite, la fleur qui est adaptée finit toujours par pousser. Oui. Ah, pourquoi c'est les pays, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est les pays en crise qui forment le plus de startups. C'est les pays qui vont bien en crise qui forment le plus de startups. Quand je voulais dire qu'ils ne vont pas bien au sens qu'ils déclinent. Parce que quand tu es en crise, 2008, machin, il y a énormément d'opportunités économiques qui se créent parce que le capital cost s'écroule. Toutes les grandes boîtes ont été créées dans une crise. 1929 a créé des grandes boîtes, 1961 a créé des grandes boîtes, la crise des années 80 a créé des grandes boîtes, la crise de 2001 a créé des grandes boîtes, la crise de 2008 a créé des grandes boîtes, etc. Et d'ailleurs, tu peux jouer à un petit jeu marrant. Tu regardes les 100 plus grandes boîtes du monde et tu regardes leur année de création, et c'est toujours aux alentours de crise. Parce qu'en fait, quand tu es par exemple, en ce moment, la vallée is very prosperous. C'est très dur de créer une boîte en ce moment. Tu veux créer un Google, ça coûte très, très, très cher. Si à Londres, tu as une récession de 3-4% et que les loyers se divisent par 4, les seuls mecs qui vont prendre des bureaux, c'est les startups. Parce que les startups, elles sont contre-cycliques. Si l'économie va mal, les startups ont des moyens. Parce que les startups partent de zéro à quelque chose. Alors que les autres, ils ont quelque chose et ils doivent supprimer des emplois. Alors que toi, tu crées des emplois. Et que tu crées des emplois comme ça ou que tu crées des emplois comme ça, de toute façon, tu crois. Et c'est pour ça que les crises type Brexit sont traditionnellement... Brexit va très sans doute créer une récession économique anglaise et donc favoriser énormément les startups. Mais c'est cynique et horrible, hein, mais c'est une réalité naturelle qui est que si tu as un plein marché de l'emploi, tu ne vas pas rejoindre une boîte que tu ne comprends pas. Je veux dire, qui aurait rejoint Google dans la vallée si ce n'était pas la crise? T'imagines? Tu as Larry Page et Sergey Brin qui veulent mettre l'Internet dans 2 ordinateurs. C'est le pitch. Quoi? Pourquoi qui que ce soit ferait ça? Et en plus, tu as vu leur gueule. Je veux dire, si ce n'est pas la crise, tu ne vas pas bosser pour eux. Tout le monde aujourd'hui regarde Larry Page et Sergey Brin et disent « Ouais, c'est des génies, c'est des visionnaires et tout ». Essayez d'avoir 2 minutes de réalisme. Essayez d'imaginer Larry Page et Sergey Brin sans savoir que c'est Larry Page et Sergey Brin. Vous ne savez pas qu'ils ont fondé Google. Et on les met là sur scène à faire une presse. Quelle est la probabilité que vous les trouviez brillants, visionnaires et incroyables? 0. D'ailleurs, un jour, on a vécu un truc tellement drôle à The Family. On a fait venir un milliardaire à dîner avec nos entrepreneurs. Et j'avais un petit neveu qui venait dîner avec nous, parce qu'il était en ville. Et je lui ai dit, viens, ça va être marrant. Et je ne lui ai pas dit avec qui on dînait. Et donc, il y avait cette espèce de milliardaire, que je tairai évidemment le nom, parce que je n'ai pas envie de finir avec une cabale contre moi. Donc, un milliardaire américain, tu vois. Caricature du geek de la vallée qui a fait fortune et tout. Le mec a créé une boîte qui est dans le top 200 mondial. Mais mon neveu, il a 17 ans et il ne sait pas ce qu'il sait, tu vois. Et donc, il vient au dîner, mon neveu, il s'assoit autour de la table. Il y a tout le monde qui mange, tout le monde qui est très déférent. Et puis, à la fin du dîner, tout le monde vient me voir en me disant « Putain, qu'est-ce qu'il est impressionnant, machin. Qu'est-ce qu'il est inspirant, machin et tout. » Et puis, il y a mon neveu qui vient me voir et fait « Tonton, c'était qui le clochard, là, au bout de la table ?» Il y a tout le monde qui le regardait, personne qui parlait. C'était chelou comme ambiance. Je lui dis, c'est machin. Et il me fait comme ça. Non. Et non, mon neveu le trouve trop cool. C'est ça, en fait, le problème. Ou la solution, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est aussi une bonne nouvelle pour tout le monde. Hein. Regardez, vous avez 2 façons de vivre votre vie. Soit vous vous dites, je règle tous mes défauts et je deviens quelqu'un d'impressionnant. Soit vous dites, je fais une bonne boîte. Faire une bonne boîte, c'est beaucoup plus rapide qu'apprendre à tout le reste. Hein. Donc, ça rattrape. Hein. Et puis, c'est vrai dans tous les sujets de la vie. Enfin, on pourra parler un jour des autres sujets de la vie, mais il faut le vivre pour le croire, ça. Question? Ouais. Tu trouves où les graines de fleurs? Une fois que tu as le terreau, tu trouves où les gens? Ah ils viennent à toi naturellement. Comme ça. Ouais. Ah, vraiment.
Après, c'est une attitude mentale, parce que tu croises un mec dans un bar, tu parles avec lui, tu l'embauches. Une fois que tu es un entrepreneur, que tu as une boîte en croissance, comme le recrutement est la chose la plus importante, tu fais ça en permanence. Tu as un dîner familial, tu as un cousin, tu l'embauches. Tu es au ski, tu l'embauches. Tu es dans l'avion, tu l'embauches. J'ai même embauché un mec, moi, une fois, dans un avion. Hein. Le mec est à côté de moi, je trouve sympa et tout. Je fais, ouais, tu fais quoi à la fin, machin. Le mec vient déjeuner. Un jour, Valentin invite un de ses potes à déjeuner. Valentin me dit, tu veux pas venir déjeuner avec nous? T'as rien? Ouais, tiens. Ouais, c'était pas un entretien d'embauche. Hein. Le mec, à la fin du déjeuner, alors tu fais quoi? Tu veux pas venir bosser chez nous? Tu deviens insupportable d'ailleurs, mais il y a plus de. Tu fais abandonner la vie. Et en plus, c'est comme. Regarde, tu sais, c'est comme si tu disais. Je sais plus, c'est dans quoi? Ah oui, c'est dans Ratatouille, où Chef Gusteau dit les ingrédients viennent toujours au bon cuisinier. Bah, c'est pareil. Si tu es un excellent cuisinier, on te propose les meilleurs ingrédients du monde. Parce que les meilleurs ingrédients du monde veulent être traités par les meilleurs cuisiniers. Et bah, si tu es un très bon. Si tu as créé un vrai terreau. Et d'ailleurs, si tu regardes à The Family, tout le monde. C'est quoi nos 3 sources de recrutement? Nos entrepreneurs et ex-entrepreneurs, comme Val. Donc, ça, c'est une super source. Les amis de nos employés et les gens qui suivent nos vidéos. Qu'est-ce que tu as besoin de plus? Et en fait, tu te dis, ouais, mais The Family, c'est spécial. Mais en fait, non. Toi, tu as une boîte qui fait, je sais pas quoi, des boulons. Bah, tu as les fournisseurs, tu as les clients et tu as tous les gens qui connaissent la boîte localement. Et en fait, ce que les gens ne veulent pas admettre, un truc que j'ose pas dire aux gens, c'est que les boîtes qui ont du mal à recruter, c'est un peu comme les gens qui ont du mal à choper. C'est que c'est eux qui ont un problème. Enfin, si tu as du mal à choper, il y a 9 milliards d'habitants, tu es célibataire depuis 4 ans. Et tu n'as vraiment pas envie d'être célibataire. À ton avis, c'est pourquoi? C'est parce que tu te prends mal ou que tu as un problème? Parce que même le mec le plus mauvais de chez mauvais, je veux dire, regardez autour de vous, il y a plein de gens qui sont en couple et pourtant, ce n'est pas des tombeurs. Et ils sont horribles. Et ils disent des trucs, tu te dis, mais t'as vraiment dit ça à ton premier rendez-vous? Ouais, elle est restée. Tu vois, donc tout est possible. Mais c'est comme le recrutement, c'est que tu as besoin de... D'ailleurs, il y a un mec très inspirant dont j'ai oublié le nom, qui a plus de bras et plus de jambes, et qui a fait un profil Tinder où il y a plus de bras et plus de jambes. Et il dit, à chaque fois que je match, je chope. Hein. Ouais. Chaque fois que je match, je chope. Parce que forcément, il y a une, tu vois, si le mec a pas de bras et pas de jambes et tu swipe right avec lui sur Tinder, c'est que tu es intéressé. Et il en fait beaucoup d'humour, mais il a raison. C'est pas de la même façon que ta boîte, en fait, une fois que tu as créé le terrain et que le terrain est évident, les bonnes fleurs vont venir pousser dedans. Oui. Comment tu sais que c'est des bonnes fleurs? Parce que le terreau est très important, mais ça arrive après, comment tu sais? Parce que si c'est le bon terrain, les mauvaises fleurs ne poussent pas dedans. Parce qu'un bon terrain, il ne se définit pas par les fleurs qui poussent dedans, il se définit par toutes les fleurs qui ne peuvent pas pousser dedans. C'est la toundra, quoi. Oui. Et d'ailleurs, excuse-moi, l'image est même plus forte que ce que j'imagine. Parce qu'en fait, si tu y réfléchis, une entreprise hyper prospère, qui a beaucoup d'argent, c'est une terre riche. Et qu'est-ce qui se passe dans une terre riche? Tout et n'importe quoi pousse dedans. Qu'est-ce qui se passe quand une terre, tout et n'importe quoi pousse dedans? Eh bien, il faut qu'un jardinier choisisse qui doit vivre ou pas. Alors qu'une terre pas riche, une terre pauvre, il n'y a que les plantes les plus fortes qui poussent dedans. Les cactus dans le désert, la toundra, la steppe, les plantes arctiques. Et ces plantes-là sont beaucoup plus intéressantes quand tu fais une boîte au début. Et en fait, faire une boîte, c'est avoir une terre de plus en plus riche, et c'est donc avoir une action de jardinier de plus en plus continue. Mais au début, la première chose que tu dois faire, c'est avoir la bonne terre, dans laquelle seul ce qui doit survivre, survit dedans. Elle est pas mal, cette métaphore, en fait. En plus, ça me donne la transition parfaite pour la conclusion. C'est que la croissance, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement une question pour votre entreprise. C'est aussi une question pour vous, personnellement. Vous êtes un produit, que vous le vouliez ou non.
Que vous le vouliez ou non, au-delà de votre complexité, de votre personnalité, de votre charme, de vos détails et de tout ce qui définit ce que vous êtes vous, pour les autres, vous ne serez toujours qu'une caricature. Et cette caricature, elle a besoin d'être travaillée, comprise et en croissance. Donc évidemment qu'une entreprise, vous créez des produits, évidemment que dans une entreprise, vous avez des features, mais aussi c'est le cas pour vous. Et vous devez réfléchir au propos de vous en croissance. Si vous êtes la même personne aujourd'hui et dans 20 ans, dans le monde dans lequel on va, vous avez de grandes chances d'être exclu. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde dans lequel vous avez besoin d'être en hyper-croissance personnelle autant qu'en croissance professionnelle. Parce que vous avez besoin de prendre très au sérieux votre éducation personnelle. Et de la même façon que ce que je vous ai dit dans une entreprise, à savoir mesurer, chercher les meilleurs et optimiser les process, vous avez besoin de faire la même chose dans votre vie. Alors, il y a une façon facile de faire ça. Et la façon facile, c'est vous lisez je ne sais pas qui, vous vous levez à 6 heures du matin, vous faites 15 minutes de yoga, 30 minutes de trucs, je ne sais pas quoi, vous mangez un granola, vous, vous mettez votre pantalon de je ne sais pas quoi, enfin, vous voyez où je veux en venir? Ça, c'est la façon facile de répondre à cette question. C'est une façon qui est facile parce que vous confondez le sujet et le process. Et pour beaucoup de gens, ce n'est pas une critique, ça peut être une très bonne façon de le faire. Si vous kiffez vous soumettre par le process, soumettez-vous par votre propre process. Si vous kiffez avoir ce genre d'optimisation personnelle, allez-y, ça ne peut pas vous faire de mal. À l'inverse, ça ne marche pas pour tout le monde. Alors pour tous les gens qui sont dans mon clan à moi et qui ne supportent jamais faire 2 fois la même chose, vous devez garder un cap. Vous ne pouvez pas vous perdre dans le brouillard. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de routine, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de process que vous n'avez pas quelque chose à mesurer. On peut toujours ramener quelque chose à quelque chose de fondamental. Alors moi, je fais un jeu très simple que j'encourage tous les gens comme moi à faire. C'est tous les jours, à la fin de la journée, je note ma journée de façon binaire. Kiff, pas kiff. D'accord? Si c'est kiff, je vais dormir comme un homme heureux. Si c'est pas kiff, je fais une sous-tâche qui est de reprendre tout ce que j'ai fait dans la journée et voir comment faire que ça n'arrive jamais à nouveau. Par exemple, après avoir eu mon article dans l'Express. Pas kiff. Bon, eh ben, je rentre chez moi, tout seul, je me demande comment j'en suis arrivé là, je démonte toute la chaîne qui m'a amené à là, et je change tout dans ma vie pour ne pas faire ça. Ne jamais faire de fausses factures de 5 000 €. Bon voilà, c'est pas grave. Vous apprenez. Vous avez fait une connerie, vous avez subi la connerie, vous avez payé le prix de la connerie, ça ne se reproduira jamais. OK? Et ça, c'est une façon toute bête, non pas d'optimiser a priori par le process, en se disant « je vais croître parce que tous les jours, de 6h15 à 7h, je vais lire ». Parce qu'en fait, les gens qui lisent tous les jours de 6h15 à 7h, je ne sais pas comment ils font pour lire, moi. Ça, je ne comprends pas. Par contre, je peux me dire, est-ce que vraiment, aujourd'hui, j'ai eu un sentiment de fulfillment? Et si j'ai eu un sentiment de fulfillment, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir plus? Et si je ne l'ai pas eu, qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive jamais? C'est la fameuse optimisation a posteriori. Mais prendre au sérieux votre croissance personnelle, c'est la clé pour prendre au sérieux votre croissance professionnelle, qui est la clé pour prendre au sérieux la croissance de votre entreprise. Tout ceci est lié, et c'est pour ça que vous avez besoin d'être cohérent. Merci.